C'est notre homme. Oui, mais j'ai décliné son offre. Ça me semblait un projet extravagant. Est-ce lui qui veut chasser le gros gibier? Non. J'ai reçu une lettre de lui il y a bien 7 ou 8 mois de cela. Non. Non, on me demandait de ses nouvelles, une lettre incompréhensible. C'est sa jeune femme, Madame Curtis, qui a besoin aujourd'hui de vos services. Une jeune femme? À emmener en expédition? Ah non, merci. Elle semble beaucoup Écoutez, tenir. toute femme qui a envie de se balader dans la jungle doit avoir quelque chose de détraqué. D'ailleurs, j'en ai réellement plus cassé, Eric. Je le lui dirai. Si c'est sérieux, ce retour Robert Cac passez à mon bureau demain matin, je peux peut-être vous donner un coup de main. Bon. Allez donc dormir. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis Jonathan et aujourd'hui je suis accompagné de Marion. Salut Marion. Salut Jonathan. Alors comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, je suis très contente de réussir enfin à faire ce podcast. Et ouais, parce que si vous écoutez VoyageCast, vous avez déjà entendu la semaine prochaine, dans 2 semaines, ce sera Marion, elle va nous parler des Hadzabe, et la semaine d'après, c'était, je sais pas, Jean-Jacques qui parlait d'Indonésie, et ça marchait pas. Ben oui, on a eu des problèmes. Le podcast, c'est pas si évident d'avoir un bon son, mais aujourd'hui, ça va très très bien, et je suis impatient que tu nous racontes un peu ton histoire. Mais d'abord, t'es qui, Marion? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Eh bien, donc je suis qui? Je suis étudiante déjà, étudiante en sociologie et en ethnologie. Donc là, je viens de valider ma licence d'ethnologie dans la très belle fac du Mirail. Et d'ici l'année prochaine, je serai aussi licenciée en sociaux, histoire de me faire plaisir. Et je suis aussi une des résidentes de la villa du Grand Bivouac avec toi. Exactement, on a déjà entendu, t'es la 4e, je crois, il y a eu Clément qui est passé, il y a Julien. eu Julien, et puis Anne-Laure, bien sûr, Bien aussi sûr. sur Intro Podcast. Donc, t'es la 4e, c'est génial. Je vais tous les avoir pour finir. C'est le but. Exactement. Et alors, toi, tu es parti il y a quelque temps déjà chez les Hadzabe. Alors, déjà, juste une question, c'est qui les Hadzabe, en plutôt bref, et où est-ce Ouais. qu'ils sont? Alors, les Hadzabe, c'est des nomades chasseurs-cueilleurs, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de troupeau, pas d'agriculture. Ils vivent juste de ce qu'ils chassent et de ce qu'ils cueillent, du coup. Et ils habitent en Tanzanie, dans le nord de la Tanzanie, près du lac Eyasi. C'est près du Kilimandjaro ou pas du tout? Eh ben, c'est pas loin, si on regarde à l'échelle du pays. Le Kilimandjaro est dans le nord-est, et disons que le lac Eyasi est dans le nord-nord. C'est pas très loin. En fait, ils sont dans la plaine qui s'éloigne un peu du Kilimandjaro. Ok, et alors toi, bon, tu as dit que tu faisais des études d'ethnologue, donc on suppose que c'est pour ça que tu as été les voir, mais je sais pas, t'as vu la photo dans un magazine, qu'est-ce qui se passe? Je me pose toujours la question, comment est-ce qu'un anthropologue ou un ethnologue se dit, tiens, je vais étudier les ch'tiboulis de l'Amazonie du Sud-Ouest, mais comment il savait qu'ils existaient et pourquoi il s'est intéressé à eux, quoi? En fait, il y a l'histoire jolie et il y a l'histoire moins jolie. Ah, alors on veut les deux sur VoyageCast, on veut la Ok, vérité. je vous dirai tout. Bon, l'histoire plus chouette, parce que je finirai sur l'histoire un peu moche. C'est que j'avais demandé une bourse de voyage à une association qui s'appelle Zelidja. Mhm. Donc je sais pas, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. J'étais partie en Angleterre avec un petit vélo et j'étais allée voilà, rencontrer un peu des gens qui vivent de manière durable, qui réfléchissent à leur impact. Et au retour de ce voyage, donc c'était mon premier voyage toute seule, ça a duré un mois, j'en ai un peu, j'en ai un peu chié, si je peux me permettre de parler comme ça sur VoyageCast. Vas-y. C'était un peu dur comme voyage, mais très chouette. Et quand je suis partie de ce voyage, j'étais en couple. Et quand je suis revenue, j'étais célibataire. J'en avais pendant un mois et demi. Et en plus, je déménageais de ma super maison où j'habitais et qui m'avait vu naître. Et comme pendant un mois, j'avais réfléchi beaucoup sur l'écologie, sur aussi tous ces objets qui nous entourent, sur l'apparence, sur comment vivre autrement, comment s'éloigner de tous nos stéréotypes. Enfin, j'avais réfléchi à beaucoup de choses. Et je me suis retrouvée à faire les cartons de ma chambre, quoi, 2 jours après mon arrivée, pam, direct. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces objets, mais j'en avais totalement besoin, que j'avais envie d'être entourée d'objets, de choses, de trucs totalement matérialistes, et que du coup, ce voyage d'un mois et demi n'avait pas vraiment eu d'impact sur moi. Mhm. Donc ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, mais dis donc, de fil en aiguille, je sais pas. Je me suis dit, comment font-ils ces gens qui sont nomades, quoi, qui ont pas de maison, parce que moi, je vais quitter ma maison, mais je veux pas, j'ai envie de garder un endroit stable où je peux revenir à chaque fois que je pars en voyage, quoi.
Et de fil en aiguille, du coup, là, c'est la partie un peu moche de l'histoire, je suis allée sur Google. Ah ah. Et j'ai tapé nomade. Et alors, au début, je cherchais un peu les nomades peut-être de Mongolie, ce genre de choses, parce que c'est l'image que j'avais en tête. Mais je ne sais pas faire de cheval, et du coup, aller en Mongolie semblait un peu compliqué. Et du coup, je suis tombée sur nomade chasseur-cueilleur, ça m'a intriguée. Fil en aiguille, première recherche Google, nomade chasseur-cueilleur, je suis tombée sur les Hadzabe. Et il y avait écrit, ils ont pas de possession, ils ont pas de terre à eux, ils ont pas de hiérarchie, ils sont complètement libres, enfin quelque chose de très, presque un peu utopique, quoi. Et je me suis dit, ben, je me méfie un peu, je me demande si c'est vrai, je me demande quelle est la réalité derrière. Et mon premier voyage en Angleterre m'avait un peu donné des ailes et je pouvais avoir une deuxième bourse avec Zelidja pour partir, donc j'ai dit, allez, banco, on va aller voir les Hadzabe. Ok, ouais, c'est assez particulier, oui. J'aurais pas pensé à ça. Tu vois, une recherche Google, moi j'imaginais que, je sais pas, t'avais un mentor anthropologue qui t'avait dit, va là-bas, il y a un ami, un vieil homme qui m'a dit qu'on pouvait trouver un truc. Non Tu le mais, enfin, retrouveras sur un rocher et il te parlera. exactement. Non mais, écoute, c'est pas mal, hein, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses de nos jours qui commencent par une recherche Google et des choses vraiment très intéressantes, donc Effectivement. pourquoi pas, hein. En même temps, c'est un réflexe que toi et moi on a parce qu'on fait partie de... Enfin, on n'est pas vraiment de la même génération, t'es 10 ans plus jeune que moi, mais enfin, dans cet esprit-là, en tout cas, on est dans la même génération. Ok, plutôt intéressant. Alors bon, Ah après oui. la recherche Google, t'as dit que t'as pu obtenir une bourse, donc plutôt Oui. cool. Mais j'imagine que, enfin, je sais pas, il y a un tour opérateur, je sais pas, Hadzabe Tour City 2000. Enfin, comment tu fais pour aller les voir, justement? Oui, il a bien fallu du coup se rendre là-bas. Ben ouais. Et ben, il n'y a pas de tour opérateur Hadzabe Tour 2000. Ils sont très visités par les touristes, mais ça, je le savais pas non plus. Parce que mes recherches Google, en fait, me donnaient accès à certains sites qui vantaient du coup pas de hiérarchie, pas de possession, etc. Mais c'était que des, des safaris, donc du tourisme vraiment un peu de luxe, qui coûte très cher, Mhm. où on fait le tour de la Tanzanie en une semaine avec un jour dans chaque endroit ou encore une demi-journée dans chaque endroit. Donc je m'étais juste dit, je sais dans quelle région ils habitent, il suffit que je m'y rende, enfin voilà, en voiture là-bas, et là-bas je trouverai des contacts, parce que j'avais aucun moyen d'en trouver depuis la France, quoi. Et j'ai eu un coup de chance en demandant à être hébergée par le site Couchsurfing. J'ai demandé à une personne à Dar es Salaam, qui est la capitale économique, et cette personne m'a dit, voilà, moi je peux pas t'accueillir, mais par contre le dernier couchsurfer que j'ai accueilli est lui aussi allé voir les Hadzabe, c'est assez rare parce qu'ils sont très peu connus en Tanzanie, puis très peu nombreux. Donc écris-lui sur Couchsurfing. Ce que j'ai fait, et cette personne m'a répondu depuis la forêt du Pérou, où il était en train de faire je ne sais quel road trip, et il m'a donné l'adresse mail d'un jeune guide en me disant je suis passé par l'office de tourisme local, mais ne fais pas ça parce que ils m'ont un peu piqué quelques sous, ils ont essayé un peu de s'amuser avec moi, quoi. Mais ce jeune guide, dont je te donne l'adresse mail, est tout à fait sérieux, très intéressant, puis très fan de la culture Hadzabe au point de parler leur langue, ce qui est assez compliqué. Donc j'ai écrit à cette personne, on s'est vu en Tanzanie, il s'appelle Moussa, et il est devenu du coup mon guide et il est devenu aussi mon ami par la suite. Ben, vraiment intéressant. Alors, c'est bon, c'est plutôt courageux, hein. T'es assez jeune de te dire, allez hop, je vais aller voir les Hadzabe tout seul en voiture. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est assez étrange. Alors, du coup, t'as été directement en Tanzanie, je pense. T'avais prévu d'y rester combien de temps? J'avais prévu d'y rester un mois et demi, donc j'avais déjà le billet aller-retour quand je suis partie. Mhm. Mais du coup, bon, je l'ai vraiment préparé pendant un an le voyage parce que ça me stressait quand même pas mal, hein. Donc je suis restée un mois et demi là-bas et après, je pense que je suis restée 20 jours, je crois, avec les Hadzabe parce qu'il y a eu le temps du trajet pour aller jusqu'à eux. Donc il y a quand même tout le pays à traverser en bus, après un peu de voiture, un peu de voiture, un peu de moto. Et voilà, je sais plus quelle était la question. Bah, justement, combien de temps t'y t'es resté? Donc, voilà, une vingtaine de jours avec eux. T'as dit t'as préparé pendant un an le voyage. T'as préparé quoi pendant un an? Et ben essayer de me dépatouiller, qu'est-ce que la Tanzanie, où est-ce que je vais tomber, comment je vais vivre là-bas, est-ce qu'il y a des gens pour m'héberger, sinon est-ce qu'il y a des gens pour enfin est-ce qu'il y a des qu'on appelle ça des auberges de jeunesse, combien ça va me coûter, est-ce qu'il me faut des vaccins, est-ce que comment je vais aller voir les Hadzabe, comment je vais vivre là-bas, est-ce que
Juste, je peux pas prendre mon réchaud parce que ça passe pas dans l'avion. Donc, est-ce que là-bas, comment je vais survivre dans la nature? Est-ce que je prends ma tente? Plein de petits détails quand on n'a pas trop voyagé, quand on sait pas le milieu où on va atterrir, qui sont un peu compliqués, quoi. Et comme j'ai eu l'idée en novembre et que je partais en août de l'année d'après, en juillet de l'année d'après, j'ai eu le temps de réfléchir tout ça, quoi. Ben oui, c'est plutôt intéressant. Bon, une année, du coup, ça t'a laissé, je pense, le temps de bien planifier le truc quand même. On verra après si c'était vraiment comme tu l'as pensé. Alors après, bon, tu vas à Dar es Salaam, si je ne me trompe pas, en Tanzanie, une Ouais. très grande ville, hein. J'ai vu quelques photos parce que on va parler, je pense, de la Tanzanie plus précisément dans un futur voyage cast. J'espère bien avec Michel et Claudine quand je les verrai au Canada parce que eux ont été là-bas justement. Alors voilà, Dar es Salaam, on va pas trop en parler. C'est une grande ville globalement. Ah oui. Je sais pas si elle est très intéressante. Personnellement, j'ai un peu eu de mal parce que c'est vraiment monstrueux comme ville. Mhm. Et puis c'est un peu peut-être l'idée qu'on se fait de la grande ville africaine. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui cherchent à te vendre des trucs, à te parler, à t'aborder. Faut vraiment être carapaçonné quoi pour marcher dans une grande ville comme ça. Surtout quand on sait pas trop où aller, quand on est juste là pour visiter, pour voir quoi, et juste pour acheter quelque chose, juste pour ne pas acheter quelque chose, il faut se battre quoi. Du coup, moi, j'avais juste trouvé ça très très fatigant et il me tardait de foncer dans mon bush et d'aller retrouver les Hadzabe et de m'éloigner un peu de la grande ville, quoi. Petite question, c'était ton premier grand voyage entre guillemets, je sais pas en Afrique ou t'avais déjà été en Inde ou en Asie avant ou c'était ton premier gros contact? Ah non, c'était un de mes premiers gros voyages, ouais. J'ai jamais voyagé de ma vie, hormis du coup mes deux voyages d'Elijah, donc le premier en Angleterre, qui était dur mais beaucoup moins dépaysant, et le deuxième l'année d'après en Tanzanie, quoi. Ouais, donc on comprend que ça a dû être un petit peu compliqué. En plus, t'es une jeune femme, je sais pas si c'est pire qu'un vieil homme, mais en tout cas, des fois, ça apporte des situations un peu plus compliquées. Ça parle pas français en Tanzanie, hein? Non, c'est une ancienne colonie allemande qui est devenue après une colonie anglaise, donc du coup, avec le Swahili, la deuxième langue officielle, c'est l'anglais. Ok, et tu maîtrises l'anglais ou... Ben du coup, après mon voyage en Angleterre, je me débrouillais un peu. Bon après, l'accent africain, enfin l'accent tanzanien en particulier, j'avais un peu de mal. Et eux avaient du mal avec mon accent franglais, mais bon, j'ai fini par m'adapter. Alors, bon, t'as dégagé au plus vite de cette grande ville poussiéreuse, et alors là, comment t'y as été? T'as été en bus, t'as dû traverser tout le pays, ça doit être quelque chose d'assez sympa quand même, non? Ben ouais, j'ai pris le bus pendant... il était censé durer 10 heures, donc effectivement il a duré 15 heures. Mhm. Euh, c'est c'est assez chouette à faire. Moi après, ce qui est bien, c'est que c'était un seul bus, donc c'était pas trop compliqué. Parce que en fait, j'ai été hébergée du coup par une personne que j'ai rencontrée à l'aéroport, à Dar es Salaam à l'arrivée. Et c'est lui qui m'a aidé à aller prendre mon bus parce que en tant qu'occidentaux pas habitués, je pense qu'on est très peu capable de se repérer dans ce genre d'endroit. Ah, c'est Il y a très pas dur. de il y a pas de queue, il y a pas de file d'attente, il y a pas de gens qui t'expliquent où tu dois prendre ton bus, c'est censé être au feeling. C'est assez compliqué. Et après, du coup, j'ai pris le bus pendant 14 heures. Bon, il y a eu un moment où il est tombé en panne, il y a eu un moment où on a dû changer, enfin, comme d'habitude, Ouais, c'est j'ai classique. l'impression. C'est ça. Mais du coup, c'est assez chouette parce qu'on est coincé à côté de quelqu'un pendant 10 heures. Donc, du coup, bah, moi, j'ai appris à parler quelques mots de Swahili, quoi, pendant ce trajet-là. Et puis, je posais des questions sur les villes qu'on traversait, sur le nord de la Tanzanie par rapport au sud ou ce genre de choses, quoi. Et puis, ça m'a permis de me faire quelques contacts et du coup j'ai rencontré la personne qui m'a hébergée pendant les 4 jours d'après quand je suis arrivée dans la ville un peu plus au nord qui s'appelle Arusha. Qui est là aussi une grande ville ou... Non, beaucoup plus petite que Dar es Salaam, du coup un peu plus facile à gérer quand on n'est pas habitué. Mais c'est quand même une des villes qui est présente sur la carte de la Tanzanie par exemple quand on la regarde. Ok. Donc c'est pas aussi monstrueux que Dar es Salaam mais c'est quand même un gros point. Ouais. Et de là, donc, t'as rencontré peut-être ton guide pour aller vraiment chez les Hadzabe ou comment ça s'est passé pour aller jusqu'à eux? Ben c'est ça, en fait j'avais du coup son mail. Une fois que j'étais en Tanzanie, moi j'ai pris un numéro de téléphone tanzanien. On s'est eu au téléphone et il est venu me rejoindre à Arusha pour qu'on se rencontre. Et du coup, moi, je me méfie un peu parce que de fil en aiguille, à force d'en parler à droite à gauche, j'avais compris qu'il y avait des points autour du lac Ayazi où c'était vraiment les endroits les plus touristiques.
et d'autres points un peu plus enfoncés où c'était des groupes Hadzabe qui avaient plus ou moins refusé de voir du tourisme ou qui essayaient de s'en tenir éloignés. Donc quand j'ai vu Moussa, disons que je voulais savoir lui où il comptait m'amener et à partir de là juger est-ce que c'est un attrape-touriste ou est-ce qu'il a vraiment envie de répondre à mes envies quoi, qui était je veux vivre avec les Hadzabe pendant 2 semaines. Au final, il m'a emmené dans un groupe qui était quand même touristique parce que comment dire, les groupes qui ne sont pas accessibles aux touristes ne sont pas accessibles à moi non plus. C'est assez logique, quoi. Ils sont compliqués d'accès en moto, ils sont durs à trouver, ils sont perdus au fond du bush. Voilà, c'est pas accessible en moto. Mais il m'a vraiment amené dans un groupe que lui connaissait. Il les avait prévenus avant, il y a peut-être une fille qui va venir. Il les avait voilà préparés à l'idée, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous acceptez de l'accueillir, etc. Donc après on est parti en bus et puis on est parti en voiture et on est arrivé dans le village de Gorofani, qui est un village vraiment minuscule, tout près du lac Ayazi. Il y a une cinquantaine de maisons éparpillées dans le bush, donc c'est du sable et des buissons secs, quoi. Et de là, on a pris une moto pour s'enfoncer dans le bush et retrouver du coup le camp Hadzabe, qui se trouve à proximité. Juste une question par rapport à l'aspect touristique où toi, tu es quand même ethnologue. Donc, est-ce que ça t'a aidé à avoir quelque chose de plus? Parce que on se dit, bon, ok, le touriste qui arrive en car, où ils sont une vingtaine, on comprend qu'il les amène dans un truc plutôt préparé pour eux. Mais quand tu es seul, ethnologue, est-ce que t'as pas des moyens, justement, d'aller contacter ces gens qui sont plutôt isolés, tu vois? J'imagine, justement, ce qui est plus intéressant a priori à étudier. T'as pas cette facilité-là? Je pense qu'en fait, c'est très rapidement une question de sous. Si j'avais pu rester dans le village de Gorofani pendant 1 à 2 semaines, le temps de me faire des contacts, de parler un peu mieux swahili aussi, parce que ça aide quand même à ouvrir des portes quand tu fais l'effort de parler la langue du lieu. J'aurais pu peut-être louer une moto et être amenée jusqu'à un groupe et de là rester pendant un mois dans ce groupe-là. Et quand il y aurait eu, parce qu'il y a beaucoup de rotation en fait, c'est pas forcément les groupes qui nomadisent, donc qui bougent de lieu géographique, mais c'est plutôt les gens qui changent de groupe, qui vont de groupe en groupe. Et donc si j'étais restée suffisamment longtemps dans un groupe, j'aurais pu suivre les deux papis qui ont décidé de changer de groupe et aller dans un groupe encore plus enfoncé avec eux. Mais déjà j'avais pas ce temps-là, j'avais pas les sous pour louer une moto, j'avais pas les sous pour rester trop longtemps à Gorofani parce qu'il fallait payer du coup la guest house, c'est même pas une auberge de jeunesse quoi, c'est les lieux où on accueille les touristes quoi. Donc du coup Moussa m'a emmené dans ce premier groupe où j'ai très vite vu s'il était aussi facilement accessible en moto, c'est parce qu'une route était tracée et elle était tracée par les nombreuses voitures de touristes qui venaient tous les matins quoi. Et du coup au début je voulais vraiment partir de ce groupe, enfin bon j'étais comment dire, premier voyage, jeune, enfin pseudo-ethnologue, du coup j'étais dans la critique, le tourisme c'est nul, les touristes ils sont bêtes, moi je vaux mieux que ça, je suis une voyageuse, blablabla. Donc je voulais m'écarter à tout prix de ça et je n'arrêtais pas de tanner Moussa, amène-moi dans un autre groupe, amène-moi plus loin, je veux pas voir des blancs quoi, je veux pas voir des gens qui parlent français et qui disent des choses bêtes sur cette peuplade primitive ou je ne sais quoi. Puis de fil en aiguille, je me suis dit que en fait c'est peut-être moi qui étais un peu bête dans le sens où ils sont très peu à être loin du tourisme quand même. Ils sont vraiment très peu. La majorité vit autour des villages. Et du coup, si je voulais, moi, voir les Hadzabe, eh ben, ils étaient là, quoi. C'était eux. C'était les gens que je voyais et qui vivaient avec tous les matins 5 voitures de tourisme, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait une différence entre tes attentes de départ, justement, avec ce groupe isolé, et puis ce que t'as vu en vrai, et finalement, ce que t'as vu en vrai, c'était quand même des vrais Hadzabe, quoi, qui étaient différents il y a 100 ans, mais c'est toujours des Hadzabe, quoi. C'est ça. Du coup, je me suis vite rendu compte que les critiques que je faisais aux touristes, je pouvais très facilement me les recoller sur le nez, parce que du coup, ce que je voyais chez les Hadzabe, c'est tous les matins, vers 5 heures du matin carrément, il y a au moins 2, 3, 4 qui arrivent et qui viennent visiter le camp. Donc il y a un guide qui suit les touristes sur tout leur parcours et il les pousse vers les Hadzabe et c'est les Hadzabe qui prennent le relais et ils leur font faire le parcours habituel. On va chasser, puis on va essayer le tir à l'arc, puis on passe devant les femmes qui font les bracelets, puis on vous vend les bracelets qui sont accrochés au baobab.
Et c'est toujours le même circuit, et du coup, les Hadzabe récupèrent un peu de sous de ça, et puis les guides surtout payent un peu les Hadzabe pour ça. Et au final, dès que les touristes sont partis, vers 1 heure de l'après-midi, les Hadzabe quittent leur peau de bête, réenfilent un short et un t-shirt un peu sale, et puis s'éloignent dans leur hutte et vont allumer leur poste radio où il y a Bob Marley qui passe en boucle. Et au final, s'ils se déguisent autant pour les touristes, c'est parce que c'est ce que les touristes cherchent, quoi. C'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir un peuple primitif qui vit comme on se l'imagine, qui n'a pas accès à la modernité parce que c'est pas ce qu'on veut voir là-bas. La modernité, on est entouré tout le temps, donc quand on fait l'effort de payer, parce qu'en plus ils payent quand même très cher ces touristes, quand on prend une semaine, 2 semaines de vacances et qu'on paye 2000 euros, c'est pour voir ce qu'on nous a vendu, ce qu'on cherchait. Et au final, c'est aussi moi ce que je cherchais, quoi. Je voulais les vrais Hadzabe, ceux qui n'ont pas de téléphone portable, ceux qui n'ont pas un poste radio, etc. Et donc ça m'a pris, je pense, au moins 4-5 jours pour me dire, au final, les Hadzabe que tu vois, c'est les vrais, quoi. C'est ceux qui sont toujours nomades chasseurs-cueilleurs, mais qui, de fil en aiguille, ont bien été obligés de faire avec la modernité, qui ont subi certains trucs et qui en ont accepté ou qui en ont voulu d'autres, comme les postes radio. Ça, on les a pas forcés à prendre ça, quoi. Ils l'ont décidé. C'est un bout de modernité qu'ils ont adopté avec grand plaisir, quoi. Ah, puis tout le monde aime Bob Marley, forcément. Ah ouais, ça c'est vraiment universel, hein. Ça valait le coup. J'imagine, tu dis les touristes qui arrivent là-bas, est-ce que tu penses que eux sont persuadés qu'ils sont dans un truc justement sans modernité, ou est-ce qu'ils savent qu'ils sont dans une construction finalement, tu vois? Est-ce qu'ils sont conscients de ça ou pas du tout? Parce que toi, tu as vécu là-bas pendant pas mal de temps et tu as pu justement voir ces touristes-là. Je pense que ça dépend vraiment lesquels, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes différentes qui se côtoient dans ce genre de tourisme. J'ai parlé à certaines personnes, c'était le voyage de leur vie. Ils avaient vraiment économisé pendant 10 ans pour se payer ce safari parce qu'ils rêvaient de voir le Big Five, parce que les ethnies d'Afrique les intéressaient. Et à côté de ça, t'avais des familles qui me disaient l'an dernier, on a fait la Patagonie, l'année d'avant, on a fait tel pays, donc qui ont un disque dur de 50 millions de gigas pour toutes leurs photos de vacances, quoi. Donc du coup, c'est pas la même approche, c'est pas. Il y a certaines personnes qui étaient persuadées que en 3 heures passées dans le camp Hadzabe, elles avaient vu tout ce qu'il y avait à voir de ces ethnies, quoi, qui sont vu qu'elles sont pauvres en matériel, en choses, les gens ont l'impression que leur esprit est aussi pauvre, quoi, et que leur culture est pauvre aussi, et que une fois qu'on a su comment ils faisaient la chasse et la cueillette et leurs bracelets, on a tout vu, quoi. Donc du coup, il y en avait certains qui s'intéressaient pas plus que ça, et quand moi-même ils me posaient des questions, ils étaient intrigués, qu'est-ce qu'elle fait la blanche à être assise avec la Hadzabe? Quand je leur répondais et que je poussais un peu leur apprentissage des Hadzabe, que je leur expliquais le droit à la terre, comment ça se passait, ou des choses un peu plus concrètes, un peu moins drôles, un peu moins sexy ou je ne sais quoi, et j'arrêtais d'écouter, quoi. C'est vraiment pas ce qu'ils venaient chercher. Et à l'inverse, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi et qui me disaient mais quand même, c'est dommage, on reste pas assez longtemps, c'est trop rapide, je vois bien que on n'a pas le temps de leur montrer qu'on est plus que des touristes. Du coup, je sais pas trop. J'aimerais bien apprendre des mots de leur vocabulaire pour leur montrer que je les respecte, machin. Et du coup, c'est juste des touristes qui partent avec ce genre de tour opérateur parce que tout le monde peut pas faire le genre de voyage, par exemple, que j'ai fait, qui est physiquement assez dur, qui est compliqué à organiser. Il y a quand même certaines personnes qui veulent un certain confort quand ils sont en vacances, c'est compréhensible. Du coup, ils sont obligés de passer par ce genre de tour opérateur. Mais au final, ça les frustre parce que c'est pas intéressant, c'est pas la vérité qu'on leur montre. Ça me rassure beaucoup ce que tu dis parce que quand tu discutes avec les voyageurs, et je pense qu'on va en faire une émission une fois sur VoyageCast, un peu nos pensées profondes sur le tourisme ou le voyageur avec quelques invités, parce que c'est très délicat quand on est voyageur, on s'estime toujours meilleur que les autres, ça c'est généralement le cas, et notamment quand on va dans ce genre d'endroit. T'as beaucoup de voyageurs qui disent ah mais non, de toute façon on va pas dans ces villages-là, ceux qui vont c'est des gros cons de touristes, c'est encore des Américains, machin, enfin tu sais. Voilà. Je déteste quand on dit ça parce que c'est déjà stigmatisé, c'est généralisé beaucoup trop les gens qui vont là-bas. Et le fait que tu dis ça, je trouve ça assez intéressant parce que finalement t'as des gens qui sont effectivement ignorants et qui s'intéressent pas vraiment au truc, quoi. Ils ont eu leur photo avec un mec en peau de bête et
Ça ça leur leur fait fait plaisir. plaisir et voilà Ouais. quoi. Et en même temps, voilà, comme tu dis, à quelque part, je peux comprendre. On les a pas forcément éduqués à voir les choses différemment. Et en même temps, ben, ça me rassure de savoir qu'il y a des gens qui sont juste là et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire autre chose et qui ont un Mm. esprit quand même un minimum critique sur la situation. Et d'ailleurs, j'avais lu un article d'une blogueuse. Alors, c'était pas chez les Hadzabe, c'était chez les Maasai, je crois, Mhm. où elle disait un peu la même chose. Voilà, elle a bien vu que c'était un truc pour touristes, mais effectivement, tu peux pas y rester plus longtemps et ben, c'est un peu la seule chance d'avoir un contact en ayant une Oui, certaine. c'est vrai. Bah, en Tanzanie, par exemple, j'avais, enfin, je l'ai su après coup, mais j'avais pas le droit d'être là, en fait. C'est-à-dire que si tu prends un visa touristique, c'est pour faire un circuit touristique. Donc moi, je pensais que j'étais dans un circuit touristique que je me créais personnellement, mais c'était quand même un but touristique. Donc je pensais que j'avais le droit, et en fait, il faut un permis spécial dès qu'on s'éloigne des circuits touristiques. Donc si jamais tu veux passer ne serait-ce que 2 jours avec les Maasai, parce que 2 heures ça te suffit pas, et qu'il n'y a pas de tour opérateur qui te propose ça, parce que tous les tour opérateurs se dépêchent de te faire faire toutes les choses à voir du pays, ça va de suite être très compliqué. Il te faut un permis spécial, il faut que tu aies une référence sur place, un contact dont tu donnes l'adresse et le prénom. Enfin, donc en fait, on te permet pas de faire ça. À la rigueur, il y a quelques associations de tourisme responsable, de tourisme ethnique. Enfin, il y a plein de mots qui surgissent un peu comme ça. Mais déjà, elles sont plus compliquées à trouver. Elles coûtent parfois un peu plus cher parce que forcément, on va prendre le temps sur place, donc du coup, on va devoir payer plus longtemps la guest house, et puis on va prendre un peu plus soin de payer les Hadzabe et les Maasai, et puis on va payer du coup un guide local qui parle la langue parce que sinon on voit pas trop l'intérêt. Du coup, ça devient vite plus cher et tout le monde peut pas se le permettre, quoi. Ouais, c'est clair. Et de ce que tu disais par rapport justement au permis et tout ça, est-ce que c'est plutôt enfin, comme ta vision personnelle, mais est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Parce que je me dis d'un côté, s'il n'y avait pas de permis ou que c'était si simple que ça, t'arriverais justement dans un village Hadzabe, t'aurais 50 Hadzabe et t'aurais une quarantaine de mecs avec leur backpack et leur tente quechua qui vivraient là, quoi. Enfin, je me dis, forcément, ça arriverait, tu vois. Ben, je sais pas trop parce que disons je pense qu'il faudrait une autre sorte de permis parce que là, moi du coup, le permis que je vais payer pour mon futur voyage, c'est un permis de tournage parce Mhm. que je viens avec une caméra. La dernière fois, du coup, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il m'aurait fallu un permis de recherche, parce que j'étais là en tant que étudiante ou chercheuse qui s'intéressait à la culture Hadzabe. Mais ces sous, ils vont à l'État, ils vont au ministère de la jeunesse et l'éducation ou je ne sais quoi. Ça change rien, je pense, pour les Hadzabe, parce que je pense qu'ils vivraient mieux des gens qui restent là 5 jours et qui entendent vraiment parler d'eux, plutôt que, plutôt que des touristes qui au final véhiculent pas du tout leur vraie culture. Enfin, moi, j'ai entendu des Français dire, quand ils les ont suivis à la chasse, ah mais en fait ils sont trop nuls, ils chassent rien du tout, on voit même pas ce qu'ils attrapent, et puis en plus ils passent leur temps à fumer de la beuh, c'est juste des junkies quoi. Parce qu'au final il restait tellement peu de temps chez les Hadzabe que ils avaient pas le temps de comprendre la culture Hadzabe, ils avaient juste un certain aperçu et ils le jugeaient, ils étaient obligés de le juger en 2 heures et ils le jugeaient très négativement quoi. Il y a des associations qui essayent par contre de réguler le flot de touristes. Et du coup, ça fait qu'en fait, il faut forcément passer par tel bureau, mais sur le terrain, quoi, vraiment près du village Hadzabe. Il faut passer par ce bureau pour accéder au village, et du coup, c'est très onéreux. C'est plus en Tanzanian shilling qu'on paye, c'est en dollars. C'est au moins 20 dollars à la journée ou ce genre de choses. Et du coup, ça régule vraiment, et là, c'est vraiment avec un but de tourisme responsable. Mais du Ok. coup, là encore, ça entraîne des choses négatives, c'est-à-dire que ben, c'est pas accessible à tout le monde. C'est vraiment très onéreux. Et puis ça a aussi un impact sur les Hadzabe, c'est-à-dire que tout le groupe Hadzabe qui travaille avec cette association et qui sait que grâce à cet asso, ils vont pas être envahis par les touristes. Et surtout, ils savent que cet asso garde l'argent pour quand il y a un bébé malade ou une femme enceinte pour qu'ils aient accès à des soins. Ça fait que les Hadzabe se sédentarisent près de cet asso-là. Donc de fil en aiguille, ça fait qu'ils sont obligés d'adopter un autre modèle de vie parce que en tant que chasseur-cueilleur, t'es obligé de te mettre à vadrouiller au bout d'un mois ou deux parce que T'as t'as épuisé les pris toutes les ressources. ressources, quoi, c'est ça. Donc ça a toujours, enfin, c'est jamais positif ou négatif, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il y a toujours un peu des deux. Ouais.
Ouais, les solutions optimales sont de toute façon compliquées à faire et C'est ça. il y a il y a beaucoup d'éléments. Tu disais parmi voilà, ces touristes, quand tu fais un circuit touristique, hein, tu l'as certainement fait toi-même. Tu parlais de la chasse, mais est-ce que tu vois comment ils chassent ancestralement, entre guillemets, ou est-ce que tu vois du fake, quoi? Est-ce que dans un truc touristique, est-ce que tu vois quand même du vrai, même si c'est plus forcément du vrai actuel? Bah, c'est vraiment la façon dont ils chassent actuellement. C'est-à-dire les Hadzabe, ils sont chasseurs avant tout. Les hommes, c'est vraiment leur identité première. Quand tu leur demandes de se présenter, ils disent je suis Hadzabe et je suis chasseur avant de dire je suis le mari de telle personne ou le père de tel autre, quoi. Donc tous les matins, quand ils prennent les touristes et qu'ils vont chasser, c'est vraiment leur vraie technique. Le seul truc, c'est que les touristes, c'est pas une critique envers eux, c'est normal. Ils sont lents et ils sont bruyants parce que c'est quand même une marche très rapide et puis c'est des cailloux, des gros cailloux, il faut se baisser parce qu'il y a une branche basse qui est remplie d'épines et puis il faut monter les genoux parce qu'en fait il y a un buisson, il faut traverser. Enfin c'est très physique et ils sont obligés de prendre un Hadzabe en plus qui va prendre un autre chemin pour suivre le groupe des chasseurs pour amener les touristes parce que la route que prennent les Hadzabe, nous on peut pas la prendre, c'est trop compliqué, trop de cailloux, trop de buissons, ils arrivent à passer au milieu d'épines et tout, nous on peut pas suivre. Donc du coup, ils sont obligés de faire tout un détour aux touristes pour qu'ils puissent suivre. Et puis les touristes, ils finissent par bavarder entre eux. Alors au début à voix basse, et puis de fil en aiguille, comme on voit pas des animaux sauvages, ils vont finir par parler à voix haute en se disant, ben là, on dérange rien du tout, quoi. Seulement, c'est juste qu'on les voit pas. Les animaux sauvages, forcément, ils sont pas bêtes, ils sont très très bien cachés. Parfois, on a l'impression d'être dans une grande plaine vide avec 3 buissons, et en fait, et ben il y a un cochon sauvage qui est caché dans le coin ou quelque chose comme ça. Du coup, ils finissent par parler, ils finissent par être lents, et puis ils font rouler des cailloux, et au final, les Hadzabe peuvent pas du tout chasser dans ces conditions-là. Donc ils sont obligés de recréer une nouvelle manière de chasser qui est totalement due aux touristes. Ils partent la nuit chasser, ils achètent des frontales, des lampes torches, et du coup le but là c'est plus du tout le même, c'est pas du tout la chasse ancestrale qu'ils avaient l'habitude de faire. Il faut attraper les animaux dans la lumière de la lampe parce que aveuglés par la lumière, les animaux vont s'arrêter de bouger pendant quelques secondes, et là, il faut décocher la flèche assez vite et tuer les animaux. Et donc, du coup, c'est de ça maintenant qu'ils vivent. Enfin, il y a souvent du tourisme, mais c'est pas du tout leur manière de faire habituelle, quoi. Du coup, ils ont une nouvelle technique de chasse parce que pendant la journée, ils peuvent pas vraiment chasser à cause des touristes. C'est assez fou, ça. C'est ça. Et puis, en plus, c'est un cercle vicieux parce que pour payer les piles, pour payer les lampes torches qui se cassent quand même assez vite dans ce genre de milieu, puis ils sont pas du tout matérialistes, donc ils vont galérer à acheter une lampe torche, mais ils vont quand même la laisser traîner et la casser un peu plus tard, quoi. Donc du coup, pour les acheter, bah, ils sont dépendants des touristes, qui vont les empêcher de chasser et qui vont les obliger à chasser la nuit. Donc c'est plein de cercles vicieux qui se créent comme ça et qui amènent toute une transformation de leur culture qui peut être... Enfin, ça peut aller très loin, quoi. Ça peut être parfois vraiment néfaste. Dans le circuit touristique, tu fais la chasse, après tu fais la visite du village. Oui, tu fais le tour des huttes. Alors après, là, t'as le droit de passer ta tête dans les huttes des Hadzabe. Alors ça, c'est pas du tout les Hadzabe qui le proposent, mais les gens, enfin, je sais pas, moi je trouve que ils se croient tout permis et ils vont passer la tête dans l'intimité des Hadzabe et regarder l'intérieur de la hutte. Enfin, je trouve ça assez bizarre, c'est quand même leur maison. C'est peut-être moi qui ai une vision de l'intimité particulière, mais Mais je pense que c'est parce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a des vrais gens qui habitent là, en fait. c'est ça. Mais certains m'ont demandé, mais en fait, c'est pas vrai, ils habitent pas vraiment là, il y a des habitations derrière nous qui sont cachées. Ça, c'est pour nous montrer à nous, les touristes. Ils n'arrivaient pas à me croire que c'était vrai. Et après, il y a le tir à l'arc. Ouais. Et là, dans les huttes, alors tu as dit qu'il y avait des modifications dans la chasse, mais est-ce que du coup, parce qu'il y a des visiteurs, les huttes sont, je sais pas, plus belles? Est-ce qu'il y a des peintures qui sont faites dessus? Est-ce que là aussi, il y a une transformation de leur village? Non, j'ai pas vraiment l'impression. Après, j'ai pas non plus trouvé que c'était une ethnie qui était très dans l'art. Ils fabriquent des bracelets, c'est vrai, et beaucoup de parures en perles, mais il y a pas trop de peinture, il y a pas trop de dessins. Du coup, les huttes, c'est juste des branches mises en rond là, entrelacées, sur lesquelles on met des feuilles, et puis dedans quelques couvertures. Après, les biens les plus précieux qu'ils ont, quelques perles qu'ils trouvent belles, et puis leur tabac normal et leur tabac en poudre, ils le gardent autour du cou dans une petite fiole. Mais à part ça, ils ont pas d'affaires vraiment à eux à mettre dans les huttes, quoi. C'est quoi, du tabac?
Ah, le tabac, tu dis pour fumer, Ouais, quoi. ouais, Ouais, ils d'accord. ont du tabac en poudre qu'ils sniffent. Et bon, d'accord, alors les huttes, ça change pas grand-chose. L'histoire des perles, c'est un truc fait pour les touristes ou ils font vraiment des perles et là, ils en font juste plus pour les touristes? Ben ça, en fait, c'est un peu compliqué d'avoir accès à l'histoire des Hadzabe, comment ils étaient avant. Quand on leur pose la question à eux, donc moi à travers Moussa qui me traduisait, l'histoire pour eux c'est la vie de leur grand-père quoi. Ça remonte Mhm. pas avant. Ça fait partie de leur, enfin voilà, leur culture orale s'arrête là. Mais du coup, ce qu'ils me disaient de ce qui a changé quand je leur posais la question, les perles maintenant c'est des perles en plastique que leur amènent les touristes. Ça fait partie quand les touristes veulent amener un petit cadeau WhatsApp et qui demandent l'avis aux guides et que les guides sont un peu fut j'allais dire un peu au courant. Ils leur amènent des perles. Donc ça, c'est assez nouveau. Et avant, apparemment, ils faisaient avec, mais ils les font encore un peu avec des fleurs, quoi, avec des tiges de fleurs séchées dans lesquelles on peut passer le fil, ou alors avec des tiges de porc-épic, ou voilà, avec certaines tubercules, certaines baies. Ils faisaient leur collier avec ça. Donc ce qui a changé maintenant, c'est que c'est en perles. Ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, par exemple, ils portent des chaussures, maintenant ils ont des ceintures parfois, mais ça, ils essayent de pas trop le montrer aux touristes. Et après, je crois qu'ils, même avant, les perles, ils en avaient quand même. C'était parce ils ont des parures faites en perles spécifiques qui ne vendent pas aux touristes, qui sont les leurs. Et il y a un autre type de perles avec lequel ils font des parures qu'ils vendent aux touristes. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui était dans leur culture avant, quoi. Ok, ouais, ça a juste été modifié pour qu'ils puissent en vendre, voilà. Ouais, pour faire du commerce avec. C'est assez intéressant. Après, bon, le tir à l'arc, bon, ça, ouais, ça doit être marrant, ça, quand même. Je sais pas si ça t'apprend grand-chose, mais c'est amusant, je pense. Oui. Bah, à vrai dire, enfin, les Hadzabe, eux, ils aiment bien faire le tour aux touristes, quoi. Ils sont très fiers de leur culture, et puis en particulier le tir à l'arc. Les bambins dès 3-4 ans, ils savent tirer à l'arc mieux que nous à 20 ans si on s'entraîne pendant des semaines, quoi. Du coup, le passage où tout le monde tire à l'arc, c'est très franchouillard, c'est tout le monde essaye, tout le monde rigole, on se tape dans le dos, on parle avec beaucoup de mimiques pour dire ah t'as vu, tu l'as mis à 3 kilomètres, laisse-moi tester, regarde-moi, chut, hop, j'ai touché le tronc d'arbre en 2 secondes. Et les Hadzabe s'amusent un peu à se moquer des blancs gentiment pour leur dire vous voyez comme nous on est forts, vous avez pas assez de muscles, souvent ils font ça, ils se touchent les muscles, ils touchent les muscles des blancs pour leur montrer regardez, vous êtes pas prêts à vivre comme nous quoi. Tu penses quoi de ces visites-là? On va pas dire s'il faut y aller ou pas, hein, mais je sais pas, est-ce qu'il y a quand même si on est en Tanzanie quand même, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ou est-ce que ça sert vraiment à rien ou on va être déçu ou t'en penses quoi? Ben, quand on va être déçu, oui, je pense que beaucoup de personnes peuvent être déçues. Je veux dire, on m'a fait faire la visite d'une ethnie qui habitait à côté, qui s'appelle les Barabaïs, qui vivent pas du tout pareil, qui sont pas nomades et qui sont pasteurs et qui travaillent le fer. Donc j'y suis restée 1 heure et demie. C'est totalement frustrant. On n'a pas le temps de dialoguer, on a à peine le temps d'apprendre à dire un mot. On peut pas montrer à la personne qu'on est plus qu'un touriste, quoi, qu'on est vraiment intéressé et qu'on est respectueux. Personnellement, je trouve ça vraiment très frustrant. De notre côté, je peux pas dire que le tourisme est un mal en soi parce que avec les sous du tourisme, ils s'achètent de l'eau en période trop sèche, ils achètent des compléments pour les bébés, et puis ils s'achètent des trucs qui leur font plaisir, qui servent à rien, des ceintures avec Bob Marley, une énième lampe torche dans la semaine, ou ce genre de choses. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être un autre sorte de tourisme, parce que j'avoue que 5 voitures, 5 4x4 avec 6 personnes dedans chaque matin, c'est beaucoup quand même. Ouais, puis on n'aime jamais être en groupe les touristes, hein. On est d'accord d'être touriste, mais on va être le seul dans Oui, le voilà, village. c'est possessif. Mais bon, bah, ouais, ça augmenterait les coûts et tout. Enfin bon, bref, il n'y a pas vraiment de solution, mais c'est plutôt Non. intéressant de voir comment tu vois ça. Et toi, alors du coup, tu as pu y rester. Ben déjà, voilà. Est-ce que tu as pu y rester, toi, dans les moments où il n'y avait pas de touristes? Je sais pas, est-ce que tu pouvais te ramener dans le village? Je sais pas, est-ce que tu avais ta petite hutte à toi pendant une vingtaine de jours? Comment ça s'est passé? Mais alors, les Hadzabe, eux, donc le groupe avec qui j'étais, qui est bon, bien un groupe particulier dont le chef s'appelle Nna, qui est un mot imprononçable puisque leur langue a des clics, Mhm. ils m'avaient préparé une hutte un peu à l'écart de leur camp. Donc, vu qu'au début, j'ai passé les premiers 3 jours avec mon guide pour qu'il
bah, pour me sentir bien, pour qu'il me présente à tout le monde et qu'il explique à tout le monde qui je suis. C'est lui qui dormait dans la hutte et moi j'avais pris ma tente, donc je savais pas à quoi m'attendre. Après, quand il est parti, je suis restée dans ma tente par habitude. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis dit que c'était un peu bête, comme je venais pour voir leur manière de vivre. Et du coup, j'ai laissé ma tente et je suis allée dormir dans la hutte à côté. Et c'est les 3 petits garçons de 12-13 ans qui vivaient avec moi sur mon petit bout de camp pour être sûr que j'allais bien, que je ne me faisais pas embêter par des bêtes sauvages, que je savais allumer mon feu, etc. Qui ont piqué ma tente et qui se sont mis dedans. Mais après, vu qu'ils sont habitués à dormir à la belle étoile, je crois qu'ils ont tenu à chaque fois 2 heures dedans. Après, ils étaient incapables d'y dormir, ils finissaient par sortir à la belle étoile. Donc du coup, voilà, j'ai pu rester là. Le seul problème qu'il y a eu, en fait, c'est cette histoire de permis qui m'a vraiment posé problème parce que du coup, euh, il y a des guides du village qui du coup rejoignent les tour opérateurs, donc les gros groupes de touristes qui font le tour de la Tanzanie, et qui les prennent pour les amener chez les Hadzabe, puis qui les ramènent au village, et après les touristes partent ailleurs, et le guide va reprendre un autre groupe, l'amener chez les Hadzabe et revenir. Donc du coup, il y a plusieurs guides du village qui m'ont vu parmi les Hadzabe, et qui m'ont dénoncé à l'office de tourisme local, parce que j'ai pas fait les choses comme il faut, il aurait fallu que je passe les voir, que je leur dise mon nom, mon numéro de passeport, combien de temps je restais, etc. Ce que je ne savais pas. Donc du coup, j'ai pu rester quand même chez les Hadzabe 2 semaines, mais il y a eu au milieu 4 jours que j'ai passé à faire des allers-retours au village pour régler la situation et finalement à repartir à la grande ville pour régler ma situation auprès de l'office de l'immigration. Donc du coup, en fait, j'ai passé une quinzaine de jours au final avec eux, mais vraiment à vivre pas dans le camp, mais j'étais vraiment à côté. Du coup, j'ai pu partager quand même un bon bout de leur vie parce que quand les touristes s'en vont, bah du coup, moi je restais avec eux. Quand ils allaient au village pour danser et se bourrer la gueule, j'étais avec eux. Quand une fois les femmes m'ont pris pour qu'on aille se laver ensemble, etc. Donc j'ai découvert un petit peu plus que ce que les touristes ont le droit de voir, quoi. Ouais, donc t'as quand même atteint un joli résultat pour dire que t'es pas resté si longtemps que ça, et puis que ben, c'était la première fois quand même. Enfin, Oui, oui, bah ils m'ont quand même. Enfin, c'est vraiment une ethnie très accueillante, quoi. Ils sont très chaleureux et ils sont ravis d'accueillir des touristes et ils étaient encore plus ravis de recevoir quelqu'un comme moi qui venait d'aussi loin pour les voir eux en particulier. Parce qu'ils savent très bien que les touristes visitent la Tanzanie de manière générale et qu'ils vont autant voir les Barabaï, les Maasai que les Hadzabe. Donc ils étaient vraiment contents de me voir et du coup ils m'ont dit par la traduction de Moussa on te montrera tout ce que tu voudras voir. On te montrera toutes les étapes de la confection de l'arc, on te montrera toutes les tubercules, comment on les trouve, comment on les utilise. Enfin, ils étaient vraiment ravis d'avoir quelqu'un qui montrait leur culture, quoi. À chaque fois qu'on allait marcher autour du camp pour aller jusqu'au village ou pour aller chasser, j'avais droit à l'inventaire du nom de chaque arbre, qu'est-ce qu'on utilisait sur cet arbre. Alors ils utilisaient à peu près tout, les baies, les feuilles, les racines, les branches. Et ils passaient leur temps à tout me montrer, quoi, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils sont et qu'ils étaient ravis qu'il y ait quelqu'un pour les écouter. Du coup, j'ai eu droit de fil en aiguille à avoir un nom. Donc ils savaient que je m'appelais Marion. Donc ça déjà c'est quand même un truc assez important parce que du coup j'étais plus une touriste parmi tant d'autres. Et puis j'ai eu droit à ne plus être Mzungu. Mzungu c'est la blanche, c'est l'étranger en Tanzanie. C'est une catégorie c'est dur d'en sortir quand même hors Hadzabe. En Tanzanie c'est dur d'en sortir parce que c'est pas très métissé la Tanzanie et tous les blancs qui sont là sont vraiment soit des expats et ils sont dans un cercle très très privé qui se mélange très peu, soit c'est des touristes. Donc du coup, moi j'avais un statut un peu compliqué, c'était compliqué d'expliquer que je voulais pas vraiment être une touriste, que j'étais une étudiante, que je voulais plus m'intégrer que ça. Et les Hadzabe m'ont intégré beaucoup plus que dans le reste de la Tanzanie, quoi. Je suis devenue Aya, ça veut dire femme en Hadzane, et j'étais plus du tout Mzungu, quoi. Donc ça c'est quand même moi, c'était juste 2 semaines, mais c'était aussi intense pour eux que pour moi, je pense, parce que c'était la première fois qu'ils vivaient avec une blanche et qu'ils avaient l'occasion je sais pas, d'approcher autant une étrangère, quoi. c'est assez intéressant. J'ai une question qui me vient là comme ça. On a parlé dans les derniers Rentre Podcast de Margaret Mead et elle a beaucoup étudié le rapport homme-femme, etc. dans certains endroits. Et je connais pas les Hadzabe, mais c'est une société plutôt d'hommes. Et toi, tu étais une jeune femme quand même, célibataire en plus. Est-ce que ça t'a posé problème avec les rapports avec eux? Est-ce que, je sais pas, comment ça s'est passé? Bah avec les Hadzabe, non, pas du tout. Je pense que même si
enfin, il voyait que j'étais une femme. Il y avait tellement d'écart entre nous qu'il n'y a pas eu la question qui s'est posée de la drague ou de ce jeu. Mhm. Contrairement à, enfin, dans toute la Tanzanie, il y a forcément ce jeu-là. C'est la seule manière, on dirait parfois que les hommes ont de t'aborder pour juste parce qu'ils sont intéressés, qu'est-ce que tu fais là, comment tu vas. Ça passe très souvent par la drague. Chez les Hadzabe, il n'y a pas du tout eu ça. Même, enfin, c'est quand même une société très genrée, donc les hommes ont une place spécifique et les femmes aussi. Vu que j'étais une étrangère, j'étais un peu hors de ces normes-là. Ils m'ont laissé avoir accès à beaucoup de choses des hommes, quoi. Ils m'ont amené faire la chasse, ils m'ont montré comment on crée un arc et les flèches, alors que c'est pas du tout le métier des femmes dans cette ethnie-là, quoi. Et après, de notre côté, quand ils ont commencé à m'intégrer vraiment, quand il y avait les touristes, par exemple, il y a les hommes qui s'assoient à tel endroit, et un peu plus loin, il y a les femmes qui s'assoient à tel endroit. Donc là, on me spécifiait bien, toi, tu t'assois avec les femmes. Pareil quand on allait au village et qu'ils vont boire de l'alcool, les deux groupes sont un peu séparés, ils se mélangent rarement. Toi, Marion, une fois que tu as fini de poser toutes tes questions au chef et que Moussa a traduit, hop, tu vas t'asseoir avec les femmes parce que tu fais partie des femmes du village, quoi. Ouais, donc pas si dérangeant que ça, quoi, en fait. Ben non, mais ils s'adaptent tellement vite. Enfin, ils ont compris que j'étais étrangère, mais ils ont quand même tenu compte du fait que j'étais une femme. Et ils ont compris que je voulais tout voir, donc ils m'ont tout montré, mais ils m'ont aussi montré que les femmes ont une place spécifique. Ils sont très faciles d'accès, en fait. Ben, tant mieux, imagine si si t'étais arrivé là-bas et puis que c'était no way et puis que t'étais resté dehors du village pendant 20 jours. Ça aurait été Mais franchement, compliqué ils quand même, auraient hein. pu, quoi. Parce qu'il y a quand même une fille qui vient s'installer, qu'il faut s'occuper d'elle, il faut lui allumer le feu, il faut tout lui montrer. C'est un peu le séjour chez les grands-parents où il faut occuper le gamin tous les jours, quoi. Et Et ça du, les a pas dérangés, quoi. et du coup, Vraiment. t'as été, je sais pas, chasser toi-même ou cueillir des trucs toi-même ou bien tu faisais ça avec eux Cueillir des trucs, j'ai suivi un peu les femmes pour aller chercher des tubercules, mais du coup, c'est avec un bâton et puis il faut taper la terre sèche, là. Il faut être... du coup, c'est au pied des arbustes, donc il faut déjà se frayer un chemin sous les branches. Et donc, on est complètement recroquevillé et il faut taper avec le bâton dans la terre sèche. Donc, au bout d'un moment, elles m'ont dit... Enfin, elles m'ont fait signe, laisse tomber, je crois que tu vas pas y arriver. Elles m'ont tapoté les muscles. Et elles m'ont dit, c'est pas grave, on va nous les déterrer, puis toi, tu les porteras jusqu'au camp, d'accord? Ce sera ta tâche. Et du coup, arrivé au camp, tout le monde me serrait la main pour me dire bravo et tout. Mais j'étais là, c'est gentil, mais je vois bien que vous faites un peu semblant. J'ai bien vu que j'y arrivais pas. Et après, pour aller chasser, ben, du coup, j'y suis allée une fois de nuit, parce que je voulais voir du coup la chasse de nuit, comment ça se passait, et une fois avec les touristes de jour. Et puis après, les touristes, au bout d'un moment, ont demandé à faire demi-tour parce qu'ils étaient fatigués, et puis que c'est vrai qu'on n'assiste pas à une scène de chasse en soi, quoi. Et tout d'un coup, on voit les Hadzabe qui s'en vont, ils sont cachés par plein d'arbustes, et puis ils reviennent avec un oiseau. Et on n'a pas vu la scène de chasse comme on se l'imagine, quoi. Donc là, les touristes en ont eu marre et sont repartis, et moi j'ai voulu les suivre. Et c'était très 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 long, très long, et très fatigant. Et non, je n'ai pas chassé moi-même parce que je suis végétarienne et que c'est pas pour rien. Il y a juste eu un moment où Kanoa, donc c'est un peu un garçon qui avait à peu près mon âge, je pense, qui faisait un peu le rôle du grand frère dans le groupe, quoi. Il passait son temps à veiller sur moi. Il chassait un petit singe dans un arbre, donc il faut imaginer un tout petit singe trop mignon, avec plein de poils autour du visage et des grands yeux dorés magnifiques. Et puis il se prend une flèche dans le ventre, et du coup il reste coincé dans l'arbre, donc Kanoa grimpe dans l'arbre pour aller le chercher. Et en grimpant, ça fait remuer les branches, et le singe tombe. Dans un dernier sursaut, il s'enfuit en galopant avec une flèche dans le ventre. Donc du coup Kanoa me crie, mais rattrape-le, purée, c'est notre dîner de ce midi. Donc moi, je le fais, j'obéis. Et en fait, là, il aurait fallu du coup, ce pauvre singe, que je l'achève parce qu'il est en train d'agoniser. Puis si t'es un peu gentil, tu vois, tu le mets fin à ses souffrances. Mais j'ai pas pu. Je tenais la flèche, il était de dos et il a eu un petit soubresaut. Il s'est retourné avec ses grands yeux qui me disaient «Oh mon Dieu, comment une végétarienne peut faire ça? Tu seras bannie à vie du paradis.» Et voilà. Et du coup, j'ai tendu la flèche à Kanoa et je lui ai dit «Débrouille-toi avec ça, je veux pas en entendre parler.» C'était C'était trop affreux. Donc voilà, différence de culture. Donc lui, il a juste décroché le singe, il lui a tapé la tête contre un rocher pour qu'il meure, et puis il l'a accroché à sa ceinture et on a continué la rando. Ouais, la chasse est particulière, hein. J'ai jamais chassé, pourtant je suis carnivore, hein, mais c'est un de mes objectifs une fois d'aller chasser et de voir si je suis capable de le faire. Je suis pas certain. C'est quand même beaucoup plus pratique quand c'est plastifié dans un supermarché. Ah ouais. C'est- en réalité, c'est quand même un peu moins fun, je pense. Mais bon, voilà, ça.
Ça fait partie de la culture et tout, c'est pas grave, hein. Je pense qu'on fait pire avec nos vaches, mais Oui, ouais, oui, bah oui, oui, tout à fait. il Mais faut bon, du coup, s'habituer, quoi. voilà, moi, je n'en suis pas capable et du coup, je vis bien le fait de pas le faire, tout T'es simplement. rassuré, quoi. T'es pas devenu carnivore après ton séjour chez les Hadzabe. Non. Pourtant, le dik-dik, la petite gazelle, est une très très bonne viande, mais il n'empêche que si je vois le dik-dik vivant devant moi, j'ai pas du tout envie d'en faire mon steak, donc c'est pas la peine. Ok, bon, hein, c'est plutôt intéressant tout ce que tu nous racontes. Tu aurais certainement beaucoup de choses à nous dire encore, mais je trouve que c'est très intéressant de voir l'aspect touristique et puis l'aspect que tu as vu toi. Et du coup, on t'a dit que tu faisais partie de la villa et donc tu as un projet qui s'appelle les Hadzabe derrière la caméra et qui va certainement nous apprendre encore plus de choses sur eux et puis voir un peu ce qui s'est passé parce qu'en audio c'est sympa, mais en vidéo c'est pas mal non plus. Tu peux nous expliquer un peu quel est ton projet, comment ça va se passer? Eh bien, mon projet, c'est de partir en janvier pendant 3 mois et j'aimerais faire un film sur eux. Et le but, c'est de les faire un peu participer. Donc, je sais pas s'ils seront derrière la caméra parce qu'il faut quand même que l'image soit exploitable et ils ont aucune culture de l'image, donc c'est quand même tout un travail assez particulier. Mais le but, c'est de leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant de leur culture, parce qu'il y a beaucoup de choses dont ils sont fiers, et puis de les filmer dans ces scènes-là. Donc, ils pourront vivre leur vie naturellement et moi, je les filme, ou bien rejouer une scène, jouer la scène de on va créer un arc, ça se verra à la caméra. Et puis de fil en aiguille, du coup, montrer cette culture et puis montrer aussi tout ce dont je viens de parler, tous ces petits paradoxes qu'il y a, c'est-à-dire ils sont pas primitifs. Il y a des tas de trucs de la modernité qu'ils ont adoptés avec grand plaisir. Il y en a d'autres qu'ils subissent. Et du coup, essayer de montrer une image un peu plus, comment dire, un peu moins manichéenne, quoi. Un peu plus nuancé. Ouais. C'est ça. C'est pas soit c'est des bons sauvages, soit ils vont disparaître. Le dernier Hadzabe, comme certains documentaires qu'on voit à la télé. Donc voilà, le but c'est de montrer un peu le tourisme, autant les côtés négatifs que positifs, et laisser parler les Hadzabe en fait. C'est surtout ça, parce il y a déjà eu certains documentaires sur eux. La plupart du temps, c'est un ethnologue qui parle et les images des Hadzabe derrière. Moi, je suis pas ethnologue déjà, et puis je les connais pas assez, et j'ai envie d'apprendre à les connaître, et du coup, je me dis, ben, leur demander, parlez-moi de vous, et les filmer dans leur vie quotidienne, et travailler avec eux sur ça, ça peut être intéressant. Donc c'est le projet. Ben, c'est chouette et on aura. Alors tu pars en janvier. Je suppose que c'est pour ben, le Grand Bivouac à peu près que tu vas sortir ton film. Tout à fait, c'est la deadline, octobre 2015. 2014, non? De... Non, Eh non, 2015. Mais oui, 2015. Eh 2015. oui, l'année Je suis prochaine. bête. Oui, le Grand Bivouac 2015 l'année donc. prochaine. Je ne sais plus dans quelle année je vis. Euh, En Suisse, vous êtes décalé. c'est ça, c'est ça. Non, mais à force d'être en avance sur certains trucs, en retard sur certains autres, tu sais plus C'est quand tu ça. vis. Mais ok, ça va être chouette. Est-ce qu'il y a un moyen actuel de suivre, je sais pas, sur Internet quelque part? Est-ce que t'as un compte Twitter, t'as Tout un à fait. blog ou... Alors, c'est assez compliqué. Je travaille mon pôle communication, mais je suis vraiment pas au top. J'ai un site qui explique la base du projet et que Mhm. j'essaie de tenir à jour, qui est marionlongo.wix / poussin en voyage, un truc comme ça. Ok, Ouais, je vois le truc. Ça, c'est un truc que vous avez pas encore compris. C'est que plus le nom est court et plus les gens s'en oui, rappellent et plus ils reviennent. oui. Et un truc que Mais j'aurais dû comprendre aussi, c'est que le mieux, c'est d'acheter son nom de domaine, comme ça, c'est exactement, mieux. exactement. Mais on vous l'avait dit, hein. On vous l'avait Oui, dit. oui, mais on m'avait dit aussi de faire WordPress, à vrai dire, et j'ai vraiment décidé de rien faire comme il faut. Ah, mais c'est scandaleux, hein. C'est scandaleux. Mais Moi, j'ai essayé je vais tout WordPress, capter à Aurélie, tu verras. j'ai Aurélie, pas elle réussi va à le pas être contente quand elle télécharger. va savoir que t'as pas suivi ses bons conseils. Oui, mais j'ai Non, voulu. Je suis non, on allée sur rigole entre nous, mais WordPress. c'est vrai que c'est très compliqué et comme on en parlait avant sur l'anthropologie en off, il y a une grande différence entre produire du contenu, être communicant et puis être chercheur et c'est vrai que Non, quand tu fais un travail comme toi tu le fais, c'est-à-dire un travail de recherche autant je pense un peu ethnologique quand même quand tu es sur place, le fait de filmer, le fait de communiquer sur ton film, peut-être d'essayer de le vendre, d'avoir de l'argent pour, c'est finalement trop. tu te retrouves à 20 ans à avoir une dizaine de casquettes dont aucune finalement, à part l'ethnologie,
est vraiment ton métier. Donc bon, bah, on fait ce qu'on peut, c'est nos premiers trucs et j'ai aucun doute que ça va quand même donner des trucs assez sympas et on va bien rigoler en tout cas, ça c'est certain. Et un jour je réussirai à télécharger WordPress et peut-être à le mettre en place. Mais en attendant, du coup, il faut vraiment taper marionlongo.com/pousser en voyage, c'est affreux. De toute façon, ce sera en lien sur la page dédiée à ce podcast sur voyagecast.ch. Il faut se faire aucun souci. Et puis, on va te donner un coup de main pour régler cette histoire de nom de domaine. C'est quand même dommage de pas être trouvé sur Internet. Hein. T'as trouvé Aléazabé sur Google et on trouve pas Marion Longo sur Google. On tombe sur Anne-Laure avant de tomber sur moi, quand même. Tu verras si t'as pas bossé ton référencement, le Voyagecast va arriver avant. Ah oui, c'est les méandres d'Internet, mais oui. Mais comme on dit, voilà. Et on apprend, c'est pas grave en même temps. Quand ça fera 10 ans qu'on fera du reportage et qu'on sera connu sur la planète entière, on aura plus à associer de ça. Mais là, on s'en occupera même plus, on payera quelqu'un pour le faire pour nous. Ouais, ben, c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, c'était super sympa de discuter un petit peu avec toi. Te suivre sur Internet, on va de toute façon le faire. Et puis, yes. Et ben, du coup, il y a le KissKissBankBank aussi qui arrive. Ah, d'accord. Et oui, je travaille dessus, je le sors fin de semaine. D'accord, et ben dans ce cas-là, ça dépendra quand vous écoutez Voyagecast, mais ce sera peut-être déjà sorti ou alors ça sortira fin de cette semaine, t'as dit? Ouais, je pense que du coup ça sera en ligne du coup ça sera largement en ligne. Et voilà, si vous avez envie de soutenir Marion, et encore une fois, quand on dit soutenir, ça peut être 5 € et ça peut être 1000 € aussi. Hein, si vous ou ça peut être m'aider à télécharger WordPress. Hein. Et ça peut être t'aider à télécharger WordPress. Et ça, je peux le faire pour le coup. On en est là. Bref, en tout cas, voilà un joli petit projet. Une fille très intéressante, vraiment chouette, et un reportage qu'on est impatient de voir au Grand Bivouac en 2015, et j'espère que tu le balanceras sur Internet parce que c'est là qu'il faut balancer ces infos et on en discutera. Et puis on se dit à la prochaine. Du coup, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter encore sur Voyagecast ou ailleurs, et c'était vraiment chouette. Merci beaucoup, Jonathan. Ciao. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi apprendre à parler à un singe? Pourquoi apprendre tout court? Pourquoi apprendre quelque chose à quelqu'un? Ça ne vous rend pas riche? Ça ne fait pas tomber les filles? Pourquoi Prométhée a-t-il volé le feu pour ensuite en faire cadeau? Il y a une inhérente générosité dans l'esprit humain. Et un de ces aspects est ce côté professeur. Je répète. Pourquoi apprendre à parler à un singe? Pas de raison pratique. Alors pourquoi l'avoir fait? Une impulsion solitaire de délice. William Butler Yeats. Félicitations.